Mes amis ont pris le parti de ma fiancée infidèle, disant que j'exagérais à cause d'une erreur isolée. Je n'ai pas discuté avec eux. J'ai simplement expulsé les 2 amis qui vivaient dans ma propriété louée et bloqué le reste. Ils ont rapidement changé d'avis lorsqu'ils ont réalisé qu'ils se retrouvaient sans toit et sans accès à ma maison de plage. Je n'ai pas perdu ma fiancée le jour où elle m'a trompé. Je l'ai perdue le jour où mes amis m'ont dit que j'exagérais. À cet instant précis, j'ai compris que je n'étais pas entouré de personne, mais de commodité. Et le jour où j'ai cessé d'être utile, tout s'est effondré. J'ai 32 ans, je suis un homme. Je garde tout ça pour moi depuis environ 2 semaines, en essayant de comprendre ce qui s'est passé. Mes mains tremblent encore un peu pendant que j'écris, mais j'avais besoin de sortir tout ça quelque part. Un peu de contexte rapide. Je suis ingénieur logiciel. Je gagne un salaire correct, rien d'extraordinaire, mais j'ai fait quelques bons choix au début de la vingtaine. Ma grand-mère m'a laissé une petite maison à son décès il y a 5 ans. Au lieu de la vendre, je l'ai rénovée et transformée en bien locatif. 2 ans plus tard, j'ai hérité de mon grand-père d'une maison de plage modeste. Ce n'est pas une villa de luxe ou quoi que ce soit. C'est une maison de 3 chambres à environ 40 minutes de la côte. Malgré tout, elle est devenue le point de rassemblement officieux de mon groupe d'amis. Barbecue, week-end prolongé, week-end improvisé. Ma fiancée et moi étions ensemble depuis 4 ans, fiancés depuis 8 mois. Le mariage était prévu pour juin. Enfin, était. Il y a 3 semaines, je suis rentré plus tôt d'un voyage professionnel. Mon vol a été avancé d'une journée. Je ne l'ai pas prévenu parce que je voulais lui faire une surprise. Peut-être dîner dehors, regarder un film, un truc normal de couple. Je suis entré dans notre appartement. Le bail est à mon nom. Elle a emménagé il y a 2 ans et j'ai entendu des bruits venant de la chambre, de ceux qui ne laissent pas beaucoup de place au doute. Mon cerveau s'est figé pendant une dizaine de secondes avant que je pousse la porte. Elle était là, avec un collègue de travail à moi, un type que je lui avais moi-même présenté lors de la fête de Noël de l'entreprise l'an dernier. Elle a crié, lui a commencé à s'habiller à la hâte, et moi je suis resté planté là, comme si je regardais un film sur la vie de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ce que tu crois. Classique. Mon amour, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Encore plus classique. Je n'ai pas crié, je n'ai rien cassé. J'ai juste dit, sortez tous les 2 maintenant. Il a pratiquement couru en passant à côté de moi. Elle a essayé de m'attraper le bras en pleurant, en suppliant. Je me suis écarté, je suis allé m'asseoir sur le canapé et je lui ai dit qu'elle avait 1 heure pour préparer un sac et partir. Le reste de ses affaires, elle pourrait venir les chercher plus tard. Elle est partie chez sa meilleure amie, qui fait, par hasard, aussi partie de notre groupe principal d'amis. Et c'est là que tout a commencé à devenir étrange. En moins de 48 heures, mon téléphone s'est mis à exploser. Pas avec des messages de soutien, mais avec des sermons. Le premier est venu d'un ami à moi, appelons-le le colocataire numéro 1, qui vivait dans mon bien locatif. « Mec, j'ai entendu ce qui s'est passé. C'est horrible, mais tu ne penses pas être un peu trop dur? C'était une erreur. Juste une fois, tout le monde fait des erreurs. » Puis son colocataire, le colocataire numéro 2, qui vivait aussi dans mon bien. « Frère, elle est détruite. Peut-être que tu devrais écouter sa version. 4 ans, c'est beaucoup pour tout jeter. » Peu après, le reste du groupe a commencé à donner son avis dans le chat. Elle a dit que ça n'est arrivé qu'une fois. Tu ne lui as même pas laissé la chance de s'expliquer. Une relation, ça demande du travail. Mec, c'est maintenant que tu te bats. Tu ne fuis pas. Oui. Honnêtement, tu exagères. Je suis resté à fixer mon téléphone pendant un long moment. C'étaient des personnes que je connaissais depuis plus de 10 ans. Des gens qui passaient tout l'été dans ma maison de plage, des gens que j'avais aidés financièrement quand ils étaient dans le besoin, des gens que je considérais comme ma famille. Et tous me disaient que j'exagérais parce que ma fiancée avait couché avec un autre homme dans notre lit. Je n'ai pas discuté, je ne me suis pas défendu. J'ai juste écrit un message dans le groupe. Merci pour vos avis. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Et j'ai vraiment réfléchi. Le colocataire numéro 1 et le numéro 2 vivaient dans mon bien depuis 3 ans. Je leur faisais payer un loyer très en dessous du prix du marché. Sérieusement, presque gênant tellement c'était bas. Environ 1100 $ par mois pour une maison de 3 chambres dans un quartier correct, alors que des biens similaires se louaient entre 1800 et 2000 $.
Je faisais ça parce que c'était mes amis. Parce que, dans ma tête, c'est ce que les amis faisaient. La maison de plage, porte ouverte pour tout le monde. Tout le monde avait le code du portail, savait où se trouvait la clé de secours. Certains utilisaient l'endroit plus que moi ces derniers temps. Et toutes ces personnes qui me disaient de pardonner, de réessayer, de ne pas jeter ma relation à la poubelle, ne m'avaient offert aucune phrase de soutien réel, pas un seul « mec, je suis désolé », rien. Juste une défense immédiate de celle qui m'avait trahi. Alors, j'ai pris quelques décisions. Le lundi matin, j'ai appelé le gestionnaire du bien. Je dois lancer la procédure formelle d'expulsion du logement. Le contrat est mensuel, n'est-ce pas? C'est bien ça. Avec un préavis, ce sont 30 jours. Alors, envoyez la notification aujourd'hui, s'il vous plaît. Après ça, je me suis rendu à la maison de plage et j'ai changé toutes les serrures. Serrure neuve, nouveau code pour le portail. Ça m'a pris environ 2 heures. Enfin, j'ai envoyé un dernier message dans le groupe. J'ai décidé que j'avais besoin de prendre de la distance avec cette situation et avec des personnes qui ne me soutiennent pas. Merci de ne pas me contacter pendant un certain temps. J'ai quitté le groupe et bloqué tout le monde. Mesquin peut-être, mais j'en avais assez d'être le type qui ne faisait que donner. Donner et donner, pendant que tout le monde ne faisait que profiter. Mise à jour numéro 1, 1 semaine plus tard. Mon Dieu, les gens, je ne m'attendais pas à ce que ça dégénère à ce point. Après avoir bloqué tout le monde, je m'imaginais qu'il y aurait quelques messages de colère que je ne verrais jamais. Peut-être quelques égos blessés. Ce que je n'avais pas prévu, c'était l'effondrement total quand la réalité a commencé à frapper à la porte. L'avis d'expulsion a été délivré le mardi. Les amis locataires numéro 1 et numéro 2 avaient exactement 30 jours pour libérer le logement, conformément aux termes du contrat. Tout était légal, tout était dans les règles. Mon gestionnaire s'est occupé de tout. Le mercredi soir, ma mère m'a appelé. « Mon fils, pourquoi ton ami m'appelle-t-il en pleurant, en disant que tu l'as mis dehors? » « Parce que je l'expulse, maman. »« Quoi? Pourquoi ?» Je lui ai expliqué toute la situation. Ma mère est restée silencieuse quelques secondes, puis elle a dit « Tu as bien fait. Tu n'as pas besoin de gens comme ça dans ta vie. Mais prépare-toi. Ils vont essayer de te joindre par tous les moyens. » Elle n'exagérait pas. Le jeudi, ma sœur m'a envoyé un message disant que la petite amie de l'ami locataire numéro 2 lui avait écrit en message privé demandant si j'allais bien, si quelque chose se passait mentalement chez moi. Selon eux, mon comportement erratique était inquiétant. Le vendredi, un collègue de travail, un type totalement extérieur à toute cette histoire, a mentionné que quelqu'un posait des questions sur moi à la cafétéria près du bureau. La description correspondait parfaitement à l'ami locataire numéro 1. Le samedi, le grand moment est arrivé. J'étais chez moi, en train de passer une matinée plutôt correcte pour la première fois depuis des semaines, quand quelqu'un s'est mis à frapper violemment à ma porte. Je suis allé regarder par le Judas. C'était mon ex-fiancé, l'ami locataire numéro 1, l'ami locataire numéro 2 et 2 autres membres de l'ancien groupe d'amis. Je n'ai pas ouvert la porte, j'ai parlé à travers. « Qu'est-ce que vous voulez ?» La voix de mon ex tremblait. « S'il te plaît, on veut juste parler. Tout ça est allé beaucoup trop loin. Je n'ai rien à dire à aucun d'entre vous. » L'ami locataire numéro 1 a insisté. « Mec, tu vas vraiment nous expulser? Après tout ça, on est amis depuis 12 ans et tu as choisi son camp en 12 secondes. Drôle comme ça fonctionne. » L'ami locataire numéro 2 est intervenu. « Ce n'est pas une question de camp, mec. On pensait juste que tu devais l'écouter avant de détruire ta vie. Ma vie n'est pas détruite. La vôtre, en revanche, commence à devenir inconfortable. » Un des autres amis a demandé. « Et la maison de plage? J'ai essayé d'y aller le week-end dernier et le code ne fonctionnait pas. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai changé. Comment ça? Aucun de vous n'est plus le bienvenu là-bas. » Silence total. Puis le chaos. « Tu ne peux pas faire ça. On avait des projets pour le week-end férié. J'ai déjà acheté de la nourriture à emporter. C'est de la folie. Tout ça à cause d'un problème de couple. » Un problème de couple? Ai-je répété. Tu veux dire le fait que ma fiancée m'a trompé et que vous m'avez tous dit de simplement passer à autre chose? Mon ex a repris la parole. C'était une seule fois. J'étais ivre et ça n'allait pas bien entre nous. Je m'en fiche. Vraiment. Je me fiche de la raison. Ce qui m'importe, c'est ce que tu as fait. Et le fait que ces personnes en qui j'avais confiance aient immédiatement pris ton parti. L'ami a essayé une autre approche. Écoute, pour la maison, on ne trouve rien d'aussi bon marché.
Non, sur ce marché, on ne peut pas prolonger le délai. On paiera plus de loyer, le prix du marché, peu importe, on s'arrangera. Le bien n'est plus disponible à la location. Je le vends. C'était un mensonge. Je n'avais aucune intention de vendre, mais voir la panique sur leur visage à travers le Judas en valait la peine. Tu vas vendre juste pour nous faire du mal? Je vends parce que je le veux. La propriété est à moi, le choix est le mien. Tout comme c'était votre choix de défendre des traîtres, c'est mon choix de ne pas fréquenter des gens qui font ça. Ils sont restés dehors encore une vingtaine de minutes. Ils ont essayé la culpabilisation. On serait allé à ton mariage. Ils ont essayé la manipulation. Ta grand-mère serait déçue de toi. Ils ont essayé les menaces. On va contacter un avocat. Cette partie m'a fait rire à voix haute. Mon gestionnaire m'avait déjà assuré que tout était en règle. Contrat mensuel. Préavis correct. Aucune irrégularité de ma part. Finalement, ils sont partis, mais pas avant que mon ex crie de l'autre côté de la porte. « Tu vas finir seul, tu sais? Personne n'aimera jamais quelqu'un d'aussi froid. » Je suis retourné à mon café. Il était froid, mais honnêtement, c'était le meilleur café que j'ai bu depuis des semaines. Mise à jour numéro 2, 2 semaines plus tard. Le délai de 30 jours de l'expulsion est arrivé et dépassé. Voici les conséquences. Les amis locataires ne sont pas partis de leur plein gré. Le jour 28, ils ont essayé de prétendre qu'ils avaient des droits de locataire et que je ne pouvais pas les mettre dehors sans décision de justice. Mon gestionnaire leur a expliqué avec beaucoup de patience qu'ils avaient reçu le préavis requis par la loi de l'État. Le contrat était mensuel, sans protection particulière au-delà du délai de notification, et que s'ils ne quittaient pas les lieux avant le jour 30, nous engagerions une procédure formelle d'expulsion qui resterait inscrite dans leur historique locatif. Le jour 30, ils sont partis. Ils ont fini par emménager dans l'appartement de la petite amie de l'ami locataire numéro 1, un appartement d'une chambre où vivent désormais 4 adultes entassés. Je l'ai appris par les couloirs de la vie. Une amie de ma sœur connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, et apparemment ils perdent presque 900 $ par mois, à 4, pour un espace conçu pour 2 personnes. Tu te souviens que je leur faisais payer 1100 $ au total pour une maison entière? Eh oui, mais attends, ce n'est pas fini. La situation de la maison de plage a provoqué un drame à part. Apparemment, 3 personnes différentes de l'ancien groupe avaient prévu de l'utiliser dans les mois à venir. L'un avait déjà envoyé des invitations pour une fête d'anniversaire là-bas. Un autre avait dit à ses parents qu'il passerait Thanksgiving dans la maison de plage d'un ami. Ce n'était pas leur maison de plage, c'était la mienne, et ils n'avaient jamais demandé la permission. Ils ont simplement supposé qu'ils pouvaient l'utiliser. Quand ils ont réalisé que les serrures avaient été changées et que je ne répondais à aucune tentative de contact, ils ont décidé d'être créatifs. L'un d'eux est même allé jusqu'à s'y rendre en voiture et a essayé d'entrer de force. Je le sais uniquement parce que j'ai installé une caméra Ring après avoir changé les serrures. J'ai reçu une notification à 2 heures du matin montrant quelqu'un tripotant la poignée, essayant les fenêtres, puis, après un moment, abandonnant et repartant en voiture. J'ai conservé la vidéo juste au cas où. Le désespoir a augmenté. Ils ont commencé à chercher n'importe qui pourrait encore avoir accès à moi. Ma tante m'a appelé. Ton ami dit qu'il y a eu un malentendu à propos d'une propriété. Il a l'air très bouleversé. Il n'y a eu aucun malentendu. Ils ont pris le parti de mon ex-fiancé. Alors j'ai sorti les déchets de ma vie. Mon collègue de travail, celui qui n'a rien à voir avec cette histoire, a de nouveau été abordé. On lui a demandé si j'avais des problèmes de santé mentale. Il a répondu que j'avais l'air d'aller très bien et qu'il devrait me laisser tranquille. La mère de mon ex, une femme que je n'avais rencontrée exactement que 2 fois, a réussi à obtenir mon adresse email et m'a envoyé un long message. 4 paragraphes sur le pardon chrétien et sur le fait que garder de la rancune fait plus de mal à celui qui la ressent qu'à celui qui l'a provoqué. Je n'ai pas répondu. La limite finale a été atteinte la semaine dernière. J'ai reçu une lettre, une vraie lettre, physique, déposée devant la porte de mon appartement. Elle venait de mon ex. 8 pages, sur du papier de cahier universitaire, recto verso. Je vous épargne le contenu complet, mais voici quelques passages marquants. Elle disait que mon collègue de travail l'avait poursuivi de manière insistante et qu'elle avait cédé dans un moment de faiblesse. Elle affirmait que j'étais émotionnellement distant depuis des mois, une totale nouveauté pour moi. Elle m'accusait de me soucier davantage des propriétés que des personnes.
Elle exigeait que je répare les choses avec nos amis, parce que j'étais en train de ruiner la vie de tout le monde. Elle menaçait de dire à tous quel genre de personne j'étais réellement. Le sentiment de droit était absurde. Elle m'a trompé. Je me suis retiré et j'ai retiré mes ressources de la situation. Et d'une manière ou d'une autre, j'étais le méchant qui détruisait la vie de tout le monde. J'ai simplement déchiré la lettre. Mais voici la vérité. Je ne suis plus en colère. Au début, je l'étais. Cette rage froide qui surgit quand on réalise qu'on a été utilisé et manqué de respect par des personnes en qui on avait confiance. Maintenant, je me sens juste lucide. J'ai passé une décennie à être le gars avec le logement où tout le monde pouvait rester. Le gars de la maison de plage à chaque jour férié. Le gars qui prêtait de l'argent et ne le revoyait jamais. Le gars qui était présent à chaque anniversaire, chaque déménagement, chaque urgence. Et à la seconde où j'ai eu besoin d'un vrai soutien, pas d'un « peut-être que tu devrais pardonner à celle qui t'a trompé », ils m'ont montré exactement quelle était ma place. Aucune. Je n'en avais aucune. Alors maintenant, eux non plus. Mise à jour finale. 6 semaines plus tard. Pour clore définitivement ce chapitre, les conséquences ont été, honnêtement, presque pathétiques à regarder. Les amis locataires numéro 1 et numéro 2 ont tenu environ 3 semaines dans cet appartement d'une chambre avant que tout explose. La petite amie les a mis dehors après une dispute à coups de cris à propos de la vaisselle ou quelque chose comme ça. Depuis, ils vont de canapé en canapé. La dernière nouvelle que j'ai eue, c'est que l'ami locataire numéro 1 est retourné vivre chez ses parents à 34 ans. L'ami locataire numéro 2 vit dans un hôtel de longue durée. La crise à propos de la maison de plage n'a eu absolument aucune conséquence pour moi. L'un d'eux a même menacé de porter plainte, affirmant qu'il avait une sorte de droit implicite d'accès parce qu'il utilisait la propriété fréquemment. Mon avocat, oui, j'en ai engagé un après la tentative d'intrusion, a simplement ri et a répondu par une lettre formelle expliquant qu'il n'existe aucun droit implicite d'accès à une propriété privée et que je disposais d'images montrant une tentative d'effraction qui pourrait être transmise à la police si le harcèlement continuait. Je n'ai plus jamais entendu parler d'eux. Mon ex, elle, est passée à la cible suivante. Un type qu'elle a rencontré sur une application de rencontre d'après des connaissances communes qui ont essayé de me tenir au courant sans que je le demande. Sa mère a envoyé encore un autre email à propos du pardon. J'ai créé un filtre pour envoyer automatiquement tout message provenant de cette adresse dans les indésirables. Le collègue de travail avec qui elle m'a trompé a été discrètement transféré dans un autre service après que des rumeurs ont commencé à circuler au bureau. Je n'ai pas propagé ces rumeurs. Au final, ce sont ses propres amis qui ont tout raconté après qu'il se soit vanté, ivre, d'avoir volé la fiancée de quelqu'un. Un vrai champion. Et il y a une chose que presque personne ne te dit à propos du fait de couper les personnes toxiques de ta vie. Les premières semaines sont difficiles. Tu doutes constamment de toi-même. Tu te demandes si tu n'as pas exagéré. Tu passes des nuits blanches à repenser à 12 ans d'amitié en te demandant si un seul épisode, ou, honnêtement, une série d'épisodes, vaut vraiment la peine de tout jeter à la poubelle. Puis le silence arrive, un silence calme, beau, nécessaire. Il n'y a plus de groupes de discussion qui explosent avec des drames dont je me fiche. Plus de demandes du genre « je peux passer le week-end à la maison de plage ». Plus d'argent prêté qui disparaît dans la nature. Plus besoin d'être le type que tout le monde utilise, mais que personne n'apprécie vraiment. J'ai remis le bien locatif au prix du marché. Il y a déjà des personnes intéressées. Un jeune couple avec un bébé. Ils ont l'air bien, ont de solides références et surtout apprécient ce qu'ils reçoivent. J'ai passé le week-end dernier seul à la maison de plage. C'était la première fois depuis des années que j'en profitais vraiment. Personne pour me demander d'acheter plus de bière, personne pour laisser la cuisine en désordre, personne pour se plaindre du Wi-Fi. Juste moi, un livre et le bruit des vagues. Ma mère m'a demandé si je m'étais fait de nouveaux amis. J'ai dit que j'essayais. J'ai rejoint un groupe de cyclisme qui se réunit le dimanche matin. Tout le monde est sympa, mais personne ne m'a demandé d'utiliser ma chambre d'amis, donc c'est déjà un progrès. Il me manque, honnêtement. Parfois, ce qui me manque, c'est surtout ceux que je pensais qu'ils étaient. Les 12 années de souvenirs me manquent. Avoir des gens à appeler quand quelque chose de drôle arrive me manque. Mais ne pas être traité comme une évidence ne me manque pas.
Être le plan B fiable qui ne reçoit jamais la même fiabilité en retour ne me manque pas. Devoir expliquer à une pièce pleine de gens pourquoi il n'est pas acceptable que ma fiancée ait couché avec un autre homme ne me manque pas. Certains ont essayé de reprendre contact par des voies indirectes, des excuses parfois sincères, noyées dans de longs messages expliquant que ce n'était pas vraiment comme ça et qu'ils voulaient seulement mon bien. Je n'ai répondu à aucun, pas par colère. Je ne suis vraiment plus en colère, mais par respect pour moi-même. Les personnes qui veulent réellement ton bien te demandent ce dont tu as besoin. Elles ne te dictent pas ce que tu devrais ressentir. Mon ex a envoyé un dernier message par l'intermédiaire de quelqu'un en commun il y a environ 2 semaines. Elle disait qu'elle était désolée et qu'elle espérait que je trouverais le bonheur. Je l'ai trouvé, simplement pas avec eux. La maison de plage est à moi. Le bien locatif est à moi. Mon respect de moi-même est à moi. À eux de se débrouiller seuls pour le week-end de la fête du travail. Commentaire. Madame Reddit, cette histoire n'est pas une histoire de vengeance, d'argent ou de propriété. C'est une histoire de limite, du moment précis où l'on réalise qu'on a passé des années à être généreux avec des personnes qui ont confondu soutien et obligation, amitié et confort personnel. Beaucoup de gens vont se concentrer uniquement sur les conséquences matérielles, l'expulsion, la maison de plage, les serrures changées. Mais ce n'est que la surface. La véritable rupture a eu lieu bien plus tôt, au moment où la trahison a été minimisée et où la douleur a été traitée comme une exagération. Quand, au lieu de compassion, il y a eu des leçons de morale. Quand, au lieu de soutien, il y a eu une pression pour accepter l'inacceptable. Couper des gens de sa vie fait mal, surtout quand il s'agit d'amitiés longues, remplies de souvenirs, de rires et d'histoires partagées. Mais le temps investi ne rend pas le manque de respect acceptable. La loyauté ne se mesure pas au nombre d'années passées ensemble quand tout va bien, mais à la manière dont quelqu'un réagit quand vous avez réellement besoin de lui. Fixer des limites n'est pas de la cruauté, c'est du respect de soi. Prendre ses distances n'est pas une punition, c'est une protection. Et dire non après des années à dire oui ne fait pas de vous une personne froide, cela fait de vous une personne lucide. Au final, ceux qui tiennent vraiment à vous ne vous demandent pas d'avaler votre douleur pour préserver la paix du groupe. Ils demandent ce dont vous avez besoin. Ils ne vous dictent pas ce que vous devriez ressentir. Et perdre des personnes qui ne restaient que tant que vous étiez utile n'est pas un échec. C'est un tri douloureux, mais nécessaire. Cette histoire ne se termine pas par une réconciliation, mais par quelque chose de bien plus précieux, la clarté. Et parfois, la clarté vaut bien plus que des excuses arrivées trop tard.